Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à ce colloque sur les aérosols carbonés, leur impact sur le climat et la qualité de l'air. Donc, c'est un colloque qui va se dérouler sur une journée, donc qui est thématique. Donc, après mon introduction, on va vite passer à des orateurs beaucoup plus spécialisés que je ne le suis, en particulier des collègues qui viennent de France et d'ailleurs. Jean-Luc Jaffrézo, tout d'abord, qui nous vient du LGGE à Grenoble, laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement, qui nous parlera de la caractérisation physico-chimique des aérosols. Jean Siard, qui nous vient du Cyprus Institute, qui nous parlera d'outils expérimentaux pour la caractérisation des sources et des propriétés des aérosols carbonés. Après le déjeuner, nous aurons une série d'autres conférences avec Yves Balkanski qui regardera plus précisément l'impact climatique, la modélisation, l'influence climatique des aérosols carbonés. Ensuite, Catherine Lius du laboratoire d'aérologie de Toulouse sur l'aérosol carboné en région tropicale en particulier. Et après la pause café, nous aborderons d'autres aspects qui sont aussi très importants. L'autre volet du problème des aérosols, en particulier les impacts toxicologiques des aérosols carbonés, avec Armel Baeza de l'Université Paris Diderot, et tout à la fin, le directeur d'une agence de qualité de l'air, en particulier AirPACA à Marseille, Dominique Robin, qui nous parlera d'aérosols et de surveillance de la qualité de l'air. En PACA, mais bien évidemment, les choses sont très similaires à ce qui se passe dans la région parisienne. Et nous terminerons par des discussions générales. Encore une fois, le déroulé de la journée laisse pas mal de temps à la discussion et aux questions. Donc, les horaires sont assez flexibles. Alors, ma tâche, au départ, c'est de faire une introduction. Comme je vous l'ai dit, les aérosols carbonés ne sont pas ma thématique principale, mais je vais essayer de brosser un tableau assez général en parlant aussi de perspectives à long terme, en incluant aussi quelques travaux que nous avons initiés au laboratoire, dans mon laboratoire à Aix-en-Provence. Donc je vais démarrer avec quelques notions de base qui seront actualisées, corrigées, complétées par mes collègues, mais essentiellement pour dire ce dont on parle. Lorsqu'on parle d'aérosol au singulier, l'aérosol, c'est d'abord une suspension en fait, de particules solides ou liquides dans une masse d'air, des particules si fines que leur vitesse de chute libre est quasiment négligeable et qu'elles restent en suspension. Donc, dans la littérature anglo-saxonne et dans la littérature française, en fait, on parle souvent d'aérosol aussi au pluriel. Et lorsqu'on parle des aérosols, c'est en fait, on qualifie en fait les particules, mais l'aérosol en particulier, c'est la suspension d'air et de particules. Alors, on parle aussi de matière particulière, PM en anglais, ou de poussière. Là, on va vite voir aussi, et les collègues le feront bien mieux que moi, qu'il y a plusieurs types d'aérosols, en particulier en liaison avec leur mode de formation, des aérosols dits primaires, lorsque les particules sont générées dès le départ par le mécanisme de formation, et d'autre part, des aérosols secondaires qui vont se former dans les masses d'air, notamment à partir de la conversion de gaz atmosphériques en particules. Alors, il y a à la fois, comme tous les problèmes climatiques, des sources naturelles et des sources anthropiques. C'est aussi un des soucis actuels sur ces problèmes d'aérosols en général et d'aérosols carbonés, c'est-à-dire les aérosols qui contiennent du carbone. Les sources naturelles sont prépondérantes lorsqu'on fait un bilan global. Alors là, les chiffres que j'ai indiqués sont tout à fait approximatifs. Les sources naturelles sont les sources effectivement dominantes, avec notamment les poussières minérales, les poussières, les sels de mer, lorsqu'on est relativement proche des côtes, mais pas que. Et ces aérosols, ces sources naturelles incluent aussi des sources de carbone organique, à la fois continentales, en particulier des débris végétaux, ou des composés organiques volatiles qui vont ensuite être oxydés et se transformer en matière particulière. Il y a aussi des aérosols marins, une composante organique. Mais essentiellement, les sources naturelles sont composées d'aérosols minéraux. Alors, en contrepoint justement de ces sources naturelles qui ont existé bien évidemment avant les pollutions industrielles, il y a des sources anthropiques qui représentent globalement
un pourcentage qui n'est pas négligeable, mais qui est inférieur en fait aux sources naturelles. Mais ces poussières industrielles en fait sont composées d'autres composés, en particulier des poussières industrielles, des sulfates industriels, des carbones qui peuvent être soit organiques ou élémentaires, comme on va le voir. Donc une grande complexité de la chimie des aérosols que l'on verra ensuite lors du déroulé de notre colloque. Alors, ce qui est important, c'est que ces particules atmosphériques, ces aérosols, eh bien, ils ont une taille qui est relativement petite et qui fait que leur vitesse de chute libre dans l'atmosphère est quasi négligeable. Ils ont donc, mais il y a des processus en fait qui vont avoir tendance à les lessiver de l'atmosphère, en particulier tout ce qui est précipitation atmosphérique sous forme de pluie en particulier. Et donc on a finalement dans la troposphère, dans les basses couches de l'atmosphère, eh bien une durée de vie des aérosols qui est relativement limitée, de l'ordre de quelques jours à quelques semaines. Et de façon très, très classique, eh bien, on caractérise justement un cycle de vie de ces particules atmosphériques depuis leur nucléation, à partir, pour les aérosols secondaires, à partir des molécules d'air et de vapeur de certains gaz, qui vont ensuite, par condensation, grossir et former ensuite par coagulation, c'est-à-dire que différentes particules vont ensuite s'agréger. Il va y avoir coagulation et formation de particules de plus en plus grosses qui vont quelquefois pouvoir servir, en fait, entre guillemets, de noyaux de condensation pour les gouttelettes d'eau dans les nuages, et une grosse partie aussi de ces aérosols vont pouvoir être lessivés par les pluies, et donc on a un cycle qui est relativement rapide, même s'il y a en permanence en fait, des flux qui maintiennent en permanence une concentration à la fois naturelle et anthropique de ces aérosols. Alors classiquement, ce que l'on retrouve aussi, c'est que les aérosols se répartissent en mode granulométrique. Alors ils ont des tailles qui sont relativement petites, de l'ordre de quelques nanomètres à quelques microns. Pour les plus gros, ici c'est juste un diagramme idéalisé de ce qu'il y a dans un aérosol urbain, avec des différentes fractions granulométriques. J'ai tiré ça d'un ouvrage classique de chimie atmosphérique par Delmas, Megy et Pösch, où l'on voit en fait dans ce diagramme eh bien, une répartition en différents modes, à la fois où l'on reconnaît en fait les modes qui sont liés au mode de formation, en particulier un mode qui correspond à la nucléation, à la condensation et des modes de particules un peu plus grosses. Donc on va pouvoir, en caractérisant granulométriquement les aérosols, distinguer différentes sources et différents modes de formation. Donc des choses qui sont relativement classiques, mais qui va être important de regarder dans le détail. Alors, un autre point important de ces différentes fractions granulométriques et de ces tailles d'aérosols, c'est que ces tailles d'aérosols qui vont aussi être importantes pour les contrôles à la fois sur le climat et sur la santé. Alors, encore une fois, nous verrons ça beaucoup plus en détail par la suite, mais il y a effectivement deux volets essentiels aux problèmes que nous verrons aujourd'hui. D'une part, une influence des aérosols atmosphériques sur le climat. Ici, c'est juste un petit diagramme qui récapitule un petit peu les différents mécanismes. On va avoir à la fois des mécanismes de diffusion, rétrodiffusion, réflexion par les aérosols atmosphériques. Des aérosols vont aussi absorber. Alors, encore une fois, suivant leur chimie, on va voir qu'il y en a certains qui réfléchissent plus que d'autres et d'autres qui absorbent le rayonnement solaire. Et d'autre part, il y a aussi des interactions avec les nuages qui vont avoir une influence indirecte, en fait, sur le climat. Et un autre volet que nous aborderons en particulier l'après-midi concerne la santé, et là, il y a effectivement une grande importance de la taille des particules. Ce qu'il faut savoir, et encore une fois, plus de détails viendront, c'est que les particules les plus fines eh bien, vont pouvoir pénétrer dans le système respiratoire, en particulier les alvéoles pulmonaires, et donc être très dangereuses. Donc il faut effectivement caractériser, pour comprendre en fait l'impact sur la santé, il va falloir au premier ordre caractériser les fractions granulométriques, mais encore une fois, il faudra aller beaucoup plus loin dans ces caractérisations. Donc une nécessité en fait de déterminer les sources, en particulier si on veut réduire ces émissions, et un autre volet en fait, puisque aujourd'hui nous allons parler essentiellement des particules carbonées, eh bien c'est que ces particules fines, en particulier inférieures à 10 microns ou inférieures à 1 micron, eh bien sont composées
notablement de carbone. On a pratiquement de 10 à peu près un tiers en fait, de ces particules d'aérosols qui vont être composées de carbone, donc des aérosols carbonés, mais ce chiffre est très variable, hein, on peut aller de 10 à 70% de carbone, donc avec des gammes qui vont être assez amples. Alors ce qui est important aussi, on va le voir dans la suite des exposés, c'est qu'il est possible d'avoir aussi une vue cartographique. Il y a des satellites en fait, qui permettent, grâce à l'étude spécialisée des propriétés optiques des aérosols, à plusieurs longueurs d'onde, les effets de polarisation. Enfin, il y a beaucoup d'ingrédients en fait, qui ont été inclus dans ces instruments, qui ont été complexifiés au cours des dernières décennies. Et il est possible en fait, de cartographier à l'échelle planétaire, quasiment en temps réel, les fluctuations de la densité d'aérosols exprimée sous forme d'épaisseur optique moyenne. Ici, vous avez une cartographie qui a été obtenue par l'instrument MODIS de la NASA, qui représente en fait l'épaisseur optique des aérosols moyens sur l'année 2006. Alors encore une fois, sur une carte moyenne, à l'échelle d'une année, on voit des choses qui sont très basiques, mais on distingue dès le départ en fait, des choses qui sont de caractère tout à fait naturel. En particulier, on voit très nettement les particules qui sont liées aux poussières désertiques qui viennent du Sahara, qu'on rencontre pratiquement partout sur l'Atlantique. On voit aussi d'autres signatures. Alors encore une fois, il faudra aller beaucoup plus loin dans la caractérisation pour être sûr de leur signature, mais dès le départ, on peut identifier des zones géographiques qui sont tout à fait notables pour ce qui concerne les émissions d'aérosols. On voit notamment des zones qui correspondent à des feux de forêt. On voit en particulier ici une grande concentration d'aérosols au niveau de l'Indonésie. Et pour cette année-là, il y avait effectivement de grands feux de forêt dans cette zone. On voit des feux tropicaux, enfin équatoriaux au niveau de l'Afrique. On voit aussi des feux carrément au nord de la zone sibérienne, mais qui correspondent à des feux de forêt qui existaient pendant cette période. On voit aussi d'autres phénomènes, en particulier une grande influence des zones urbaines asiatiques, hein, que l'on voit très nettement. Donc, sur une vue aussi simple qu'une moyenne, eh bien, on mélange finalement les différents mécanismes, les différentes sources anthropiques et naturelles. Il va falloir aller beaucoup plus loin dans la caractérisation de ces aérosols pour véritablement comprendre à la fois leur mode de formation, leur mode de dispersion et leurs influences à la fois sur le climat et la santé. Alors on peut zoomer, bien évidemment, avec ces satellites. Ici, vous avez une cartographie classique qui avait été publiée par une équipe européenne à partir d'un autre outil, ATSR, mesuré dans la fin des années 90. Ici, vous avez une cartographie pour l'Europe, où l'on voit essentiellement des zones avec une épaisseur optique et sa variance qui peut être très importante en fait, dans les zones très polluées. On retrouve en fait, les zones les plus polluées, ici en Italie, et d'autres. Donc une cartographie qui peut être effectuée à l'échelle globale, mais encore une fois, une complexité qui est telle qu'il va falloir à la fois combiner des données de terrain et des données satellitales. Alors la complexité du forçage climatique, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse en premier lieu, eh bien, il est lié au fait que les effets radiatifs des aérosols sur le bilan radiatif de la Terre sont complexes. En particulier, il y a des effets qui sont radiatifs qui sont directs et d'autres qui vont être indirects. En particulier, on a des aérosols, essentiellement les poussières minérales, qui vont être caractérisées par une réflexion qui va être prépondérante, une réflexion de la lumière incidente, donc leur influence va être plutôt de refroidir la planète, mais d'autres types d'aérosols, en particulier, c'est là où il va falloir faire intervenir la chimie, la nature chimique, en particulier faire la distinction dans les aérosols carbonés entre les aérosols caractérisés par du carbone organique fonctionnalisé, ce qu'on appelle le organique carbone, et le carbone réfractaire, le black carbone ou le carbone suie, qui lui a une influence qui est un petit peu opposée parce que ce qui domine, c'est finalement une absorption du rayonnement. Et donc, on a un effet de réchauffement. Donc, on peut avoir des aérosols qui vont plutôt avoir un effet de réchauffement à l'échelle globale sur le climat de la Terre, alors que d'autres, qui sont, comme on va le voir, prépondérants, ont plutôt un effet de refroidissement. Mais pour essayer de comprendre l'influence climatique de ces aérosols, il va falloir effectivement être capable de faire le bilan, à la fois global et spatial, de ces différentes influences,
Alors, je vous l'avais dit aussi, il y a des effets qui sont directs sur le rayonnement incident et sur le rayonnement infrarouge qui est émis par la Terre, mais il y a des effets qui sont indirects. En particulier, on a vu tout à fait au départ que les aérosols pouvaient servir de noyau de condensation. Eh bien, à ce titre-là, ils vont aussi avoir une influence sur la nébulosité. Et donc, comme cette nébulosité a aussi une importance sur le bilan radiatif, ils vont avoir une deuxième influence sur le bilan radiatif terrestre. En particulier, eh bien, il y a un effet, lorsqu'on a plus de noyaux de condensation, il va y avoir des gouttelettes qui vont être plus fines, et donc ça va avoir un effet sur la réflectivité des nuages. Et il y a un deuxième effet indirect, qui est un effet sur la durée de vie de ces nuages, et donc des phénomènes qui vont être complexes et importants à quantifier pour essayer de voir quelle est l'influence véritable de ces aérosols à l'échelle planétaire, et ce, à la fois pour les aérosols naturels et les particules d'origine anthropique. Alors, pour illustrer un peu les choses, je reprends ici le diagramme en fait, qui résume les forçages anthropiques depuis 1750 qui ont été publiés dans le dernier rapport du GIEC, avec une liste complète des différentes influences sur le bilan radiatif de la Terre, avec d'une part, bien évidemment, les composés gazeux, en premier lieu le gaz carbonique. On voit, donc ici, c'est un diagramme, un histogramme qui permet de comparer à l'échelle globale, donc tous les forçages sont comparés avec la même unité, exprimés en watts par mètre carré à l'échelle mondiale. Alors c'est relativement facile à faire pour les gaz qui sont bien mélangés, mais comme on va le voir, pour les aérosols, comme il y a une variabilité spatiale qui est énorme, finalement ces chiffres sont un petit peu trompeurs parce qu'on essaie de moyenner des choses qui sont finalement très hétérogènes. Mais bon, le diagramme il est très important et il est surtout très utilisé et commenté. Donc on voit ici les différents gaz à effet de serre qui ont augmenté depuis le début de l'ère industrielle, qui donc peuvent être convertis en particulier pour le CO2, on a vu ça dans les cours, en particulier sur le CO2 et sur le méthane, eh bien, les différentes influences. Pratiquement, on a presque 2 watts par mètre carré qui sont liés au gaz carbonique, avec des effets directs et indirects. On a une influence du méthane, qui est pas loin de 1 watt par mètre carré. Et lorsque l'on regarde en fait les aérosols, eh bien, on a une certaine complexité, une grande complexité qui dépend de la nature. Ici, ce qui est les différentes couleurs qui nous sont indiquées sur ce diagramme en histogramme, avec une barre positive et une barre négative, et des effets à la fois directs et des effets qui sont indirects justement sur la nébulosité, cloud adjustment due to aerosol. Donc c'est le deuxième effet, enfin, les deuxièmes effets qui sont cumulés dans cette petite barre, négative ici, donc comme je vous l'ai dit, il y a une augmentation de la réflectivité, donc un effet de refroidissement, et on peut distinguer dans cet histogramme, différentes couleurs qui correspondent à l'influence des différents types d'aérosols, en particulier des aérosols qui ont plutôt un effet refroidissant, avec des poussières minérales, des sulfates, nitrates, etc., le carbone organique, et en contrepoint, un type d'aérosol très différent, le black carbone, ou carbone suie en français, ou on verra aussi dans la littérature, on parle de carbone réfractaire ou de carbone élémentaire. Un carbone qui, lui, a comme influence, il réfléchit, mais il a aussi une grosse influence en fait, d'absorption du rayonnement solaire, et donc l'effet de bilan en fait, entre les plus et les moins fait que l'effet radiatif moyen est plutôt un réchauffement. Et tout le problème est la quantification de ce réchauffement, et on va voir en fait qu'il y a encore des débats très intenses en fait, sur l'amplitude de cette petite barre qui est moyennée à l'échelle globale. Et ce qui est résumé ici, le point avec une grande barre d'erreur, enfin une incertitude importante, montre en fait qu'il y a finalement encore beaucoup d'incertitudes sur le cumul et les incertitudes de ces différents termes, à la fois pour le bilan radiatif qui est plutôt refroidissant lorsqu'on fait le bilan global de ces aérosols, et qui est plutôt aussi négatif, c'est-à-dire un effet de refroidissement lorsqu'on tient compte des effets indirects sur la nébulosité. Mais encore une fois, on voit très bien des incertitudes qui sont très conséquentes. Et pour essayer de comprendre la nature de ces incertitudes, il va falloir aller relativement loin dans la caractérisation de ces différents types d'aérosols. Donc, grande importance de cette dissection du signal,
Un autre point que j'ai mentionné en préambule, c'est que lorsqu'on essaye de quantifier l'effet radiatif de gaz à effet de serre qui sont relativement bien homogénéisés dans l'atmosphère, eh bien, c'est relativement facile. Alors, si vous vous rappelez les cours que l'on a fait en particulier sur le méthane, on a vu qu'il y avait finalement une grande complexité. Il faut tenir compte de termes indirects, en fait, d'impact du méthane sur d'autres gaz, etc., qui ont un effet radiatif. Mais au départ, eh bien, le composé qui est émis, c'est effectivement le méthane qui peut avoir une influence sur l'eau stratosphérique, sur l'ozone, etc., ou même sur le CO2 lorsqu'il se réoxyde. Mais globalement, ces gaz sont bien mélangés à l'échelle de la planète. Pas totalement, mais pratiquement, il y a une homogénéisation qui est relativement rapide, alors que pour les aérosols, finalement, cette vue en histogramme global, elle masque finalement une réalité qui est nettement plus complexe, qui est liée au fait que eh bien, les zones d'émission, comme on l'a vu avec la carte satellite de MODIS, on a vu que eh bien, ces aérosols, moyennés sur une année, mais on retrouverait en fait pratiquement la même chose sur les années précédentes et suivantes, eh bien, sont répartis de façon très hétérogène. Donc pour essayer de comprendre cette influence climatique, il faut aller relativement loin en fait, dans cette caractérisation de l'hétérogénéité. Ça passe aussi par de la modélisation. Alors on verra, les collègues vous en parleront bien évidemment. Ici, j'ai repris juste quelques figures d'une étude historique, bon, encore une fois qui a fait date, mais qui a été modifiée ensuite. Mais les grands principes eh bien, sont là. Mais avec la modélisation 3D qui permet de simuler à la fois le transport et la chimie des composés atmosphériques, en particulier les mécanismes en fait, de départ du carbone suie, du black carbone, il est possible en fait, de calculer des épaisseurs optiques pour les différentes composantes de ces aérosols. Ici, c'est une étude qui est focalisée en fait, sur les différents types d'aérosols, mais ce que j'ai extrait ici, ce sont essentiellement les cartes qui concernent ce carbone suie ou black carbone. Et la modélisation permet justement de distinguer, puisqu'on contrôle un peu tous les paramètres, de distinguer la répartition en fait, du black carbone qui est lié à la combustion de biomasse par rapport au black carbone qui est, lui, typiquement introduit par les sources industrielles. Donc on voit des cartes qui sont très contrastées, qui sont liées aux sources. Bon, on a vu les sources de feux de forêt équatoriales en particulier. Ici, on reconnaît tout de suite des zones industrielles caractérisées par une combustion de charbon en particulier. Donc on a effectivement un effet de source qui est très important. Et ensuite, grâce à ces modélisations 3D, il est possible de regarder la répartition globale de ces particules et de faire des calculs de forçage radiatif spatialisés. C'est effectivement ce qui est fait dans ce diagramme. Alors on vous rappelle ici bon, le bilan global donc, qui est nettement supérieur dans cette étude, mais et encore une fois, l'hétérogénéité spatiale est une caractéristique de toutes les études de modélisation. Eh bien, on retrouve en fait que ce forçage radiatif, il a des gradients très importants, des gradients géographiques très importants. En particulier, il est concentré sur les continents, dans les zones sources. Il n'y a pas de grande surprise, il y a plus de pollution par ce black carbone au-dessus de l'Afrique et de l'Asie qu'en plein Pacifique, et donc ça a une importance en fait sur le bilan radiatif local exprimé en watts par mètre carré. Donc la vision d'une moyenne à l'échelle mondiale est réductrice, mais encore une fois, c'est très utile aussi pour essayer de comparer les différents forçages. Donc une vue importante qu'on essaye de détailler à la fois avec des outils de mesure directe et des mesures et des simulations par ordinateur. Il est aussi important, en fait, quand on essaye de comprendre justement la superposition à la fois de phénomènes anthropiques, en particulier des phénomènes liés à l'industrialisation, et les phénomènes qui peuvent être de nature soit anthropique, soit naturelle. Il y a toujours eu des feux de forêt en particulier, donc on s'attend à avoir en particulier du carbone suie, du black carbone aussi dans des périodes naturelles, enfin, qui ne sont pas impactées par l'homme. Il est important en fait de remonter dans le temps pour essayer d'étudier les influences anthropiques et naturelles et d'essayer de les séparer avec une vue un petit peu temporelle, avec le temps long. Alors bien évidemment, on n'a pas exactement la même résolution, à la fois temporelle, on n'a pas la même résolution spatiale, mais c'est quelquefois des études qui nous donnent des informations importantes. Donc il est important voilà, de faire on va dire, de la paléoclimatologie de caractérisation de ces aérosols.
Alors, beaucoup d'auteurs ont essayé de regarder les sédiments des archives, en fait, en particulier des sédiments marins et continentaux, et de les utiliser comme archives des produits de combustion, puisque si on veut effectivement regarder quelles sont les composantes naturelles qui sont liées au feu, eh bien, on va pouvoir regarder ou compter ou analyser dans ces différentes archives, à la fois des microcharbons ou directement avec des méthodes physico-chimiques, le black carbon, carbone suie qui est inclus dans ces sédiments, et regarder notamment l'influence des grands changements climatiques glaciaires-interglaciaires, au premier rang, puisque ce sont les grands changements climatiques les plus importants au cours des derniers 10 000 ou 20 000 ans. On va pouvoir essayer de regarder l'influence en fait, du climat sur ces émissions pour essayer de mieux comprendre justement les modes de propagation. Donc ça, c'est juste tiré d'une étude de compilation qui a été publiée en 2010, qui en fait utilise de nombreuses études qui ont été réalisées pour différents sites, à la fois continentaux, il faut imaginer donc des sédiments de lacs, des sédiments marins, où on prélève effectivement et on mesure. Donc il y a quelques carottes en fait, qui ont été mesurées dans mon laboratoire à Aix-en-Provence, en particulier dans le Pacifique. Et à partir de ces données enregistrées, enfin de ces enregistrements temporels, il est possible en fait de reconstituer une courbe, un enregistrement global, et on peut essayer de le comparer à ce que donnent en fait les changements de température, en particulier au niveau de l'hémisphère nord. Donc ici, c'est ce qui est montré sur ce diagramme. Je ne vais pas aller très loin dans l'explication, parce qu'au premier ordre, un des problèmes de ces études de compilation, c'est le fait que l'on observe une hétérogénéité spatiale aussi très importante suivant les zones géographiques. Donc faire une moyenne à l'échelle mondiale pour obtenir une seule courbe, c'est la courbe rouge, hein, qui représente finalement une moyenne sur pratiquement une centaine d'enregistrements de flux de feux de biomasse dans les sédiments que l'on retrouve soit sous forme de black carbone, soit sous forme de microcharbon. Eh bien, si l'on regardait les enregistrements eux-mêmes, on verrait qu'il y a une dispersion autour de cette moyenne qui est très, très, très importante. Mais au premier ordre, ce que l'on voit, en fait, c'est qu'il y a une fluctuation qui est liée au climat, essentiellement en période froide. Ici, il s'agit d'un diagramme qui reconstitue donc une courbe à l'échelle mondiale de ces flux de feux de forêt. Et en fonction du temps, ici vous avez le temps qui évolue de droite à gauche avec la petite flèche qui indique la flèche temporelle sur tous mes diagrammes. Ici on démarre à 80 000 ans, on s'arrête à 10 000 ans, donc il s'agit essentiellement de la dernière grande période glaciaire. 10 000 ans, on est quasiment dans l'interglaciaire, donc on a un effet qui est très important en fait de diminution globalement de ces feux de forêt pendant la glaciation, mais on a aussi une corrélation manifeste aussi avec des événements de changement de température que l'on voit très nettement au Groenland, mais qui caractérisent en fait l'hémisphère nord en particulier. Et on voit des corrélations qui sont un peu importantes, qui ne sont pas liées au fait que c'est au forçage lui-même. Le forçage, si on l'exprime en watts par mètre carré, ce forçage qui est lié à ces feux, il est quasi négligeable, mais parce que là, il s'agit de changements de température de l'ordre de plusieurs degrés Celsius, donc ces changements correspondent finalement à des changements qui sont relativement faibles, mais ce que l'on voit ici, en fait, c'est, en particulier aussi pour le changement glaciaire-interglaciaire, enfin, entre la période de glaciation et la période interglaciaire de 0 à 10 000 ans, c'est une influence, une diminution pendant les périodes froides et une augmentation pendant ces périodes chaudes. Alors, il est important aussi, pour aller plus loin, en fait, dans l'analyse, d'avoir des traceurs qui sont plus fiables, en fait, que ces comptages et ces mesures, en fait, de microcharbon ou de black carbone dans les sédiments, parce qu'il y a enfin, si je vous montrais les différents enregistrements, il y a une variabilité très importante, il y a des problèmes de calcul de flux qui peuvent être très importants, il y a des problèmes de transport aussi. Donc, quelquefois, il est utile en fait de revenir à des archives beaucoup plus propres, en particulier les glaces polaires. Et dans ces glaces polaires, il est possible de retrouver à la fois le black carbone, mais aussi d'étudier, d'analyser des composés qui sont des molécules, des composés moléculaires que l'on va utiliser comme des traceurs. Alors, il est difficile de remonter à des flux quantifiés de particules de feu, mais il y a une corrélation positive entre ces traceurs et les flux de feux de forêt.
Donc on peut utiliser des molécules que l'on peut analyser dans les glaces polaires en particulier, dans les glaces de l'Arctique, comme on va le voir, des molécules qui sont typiques en fait des molécules produites lors des combustions, en particulier une molécule qui s'appelle le lévoglucosan, que vous voyez ici, ou de façon plus caractéristique pour les feux de conifères, dans la forêt boréale, on peut utiliser l'acide vanillique qui est produit et qui va pouvoir ensuite se déposer dans les glaces du Groenland. Alors ce qui est important, c'est que ces glaces du Groenland, qui permettent d'archiver finalement ces fluctuations des feux, eh bien, pendant les périodes naturelles, et on va le voir aussi remonter dans le temps présent pour effectivement voir la superposition des influences naturelles et anthropiques, eh bien, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Groenland, eh bien, il y avait peu de forêts, même si on l'appelle Groenland, mais le Groenland est finalement entouré d'une ceinture de forêts boréales avec des feux très importants aussi dans la zone de l'Amérique du Nord, du Canada, comme on l'a vu assez récemment, et donc des flux de particules carbonées qui vont pouvoir atteindre le Groenland. Et il y a aussi des flux qui peuvent atteindre le Groenland de façon directe, venant aussi de la Sibérie, voire de l'Europe. Donc on a potentiellement, avec les différentes carottes qui sont en fait symbolisées ici, je vais vous montrer en fait deux exemples d'enregistrement, l'un pour le sommet du Groenland, pour le site le plus au nord ici, Nem, et une autre étude en fait qui a été réalisée à l'ouest du Groenland, qui permettent en fait justement de regarder au cours du temps ces différents traceurs qui sont relativement propres de l'influence des feux au cours du temps. Donc ici, une étude qui démarre pratiquement à 15 000 ans avant le présent. Donc ici, encore une fois, la flèche temporelle. L'échelle de temps est présentée ici en milliers d'années. Donc on part de 15 000 ans, pratiquement la glaciation, la dernière glaciation, jusqu'au temps présent. Donc c'est toute la période ici, toute la période de 0 à 11 000 ans correspond à ce que l'on appelle l'Holocène, donc la période chaude récente. Et ce qu'il faut voir dans ces enregistrements, bon là c'est directement issu de la publication, donc plusieurs courbes, mais les courbes qui sont finalement les plus importantes et qui sont finalement assez redondantes, il y en a une qui est à très haute résolution, et bien c'est la concentration en lévoglucosan, ou plutôt le flux exprimé en microgrammes par mètre carré par année de lévoglucosan dans cette carotte, alors avec une très haute résolution. Les différentes courbes représentent des courbes lissées. Mais le message principal, eh bien, c'est qu'il y a une augmentation depuis la glaciation de ces flux de forêt, de ces flux de feux de forêt, et de ces flux en particulier de lévoglucosan. Et l'étude, qui est relativement complexe, montre que l'interprétation de cette augmentation est incompatible finalement avec un forçage climatique, parce qu'on s'attendrait en particulier pour l'hémisphère nord à avoir une diminution de température. Ici, les courbes vertes, en particulier la courbe verte claire, montrent en fait la température moyenne, la fluctuation, l'anomalie de température moyenne de l'hémisphère nord pendant toute cette période. On est plutôt avec une diminution de la température moyenne à l'échelle de l'hémisphère nord. Donc les auteurs s'attendaient finalement à avoir une diminution de ces teneurs en lévoglucosan, et c'est tout le contraire qui est observé, d'où l'hypothèse qu'en fait, il y a peut-être une influence anthropique dès 3000 ans avant le présent. Alors c'est encore une fois assez hypothétique, mais on a vu dans les cours en particulier que c'est une influence anthropique est détectable, en particulier sur le méthane, dès 4000, moins 4000 ou moins 5000. Donc c'est pas complètement étonnant de voir que les feux, même au Groenland, eh bien, contiennent aussi une influence anthropique pratiquement préhistorique. Alors l'étude a été réalisée avec une résolution qui est très importante. Les auteurs aussi ont regardé les derniers 2000 ans. Alors ces enregistrements, donc ici ils ont mesuré aussi le carbone suie, le black carbone, le lévoglucosan, un autre traceur aussi de combustion, l'ammoniac, l'ion ammonium, et donc ce que les chercheurs en fait essayent de regarder, c'est les différentes fluctuations de ces flux de black carbone, et d'essayer de comprendre en fait l'influence de ces feux. Donc ils ont relevé en particulier des méga-feux préhistoriques ou proto-historiques dans cette zone qui rendent compte en fait de ces grandes concentrations. Donc ce qui est important en fait, c'est ces outils en fait qui nous permettent de remonter
aux concentrations de carbone, à la fois avec des traceurs ou directement en faisant des mesures de black carbone, permettent de remonter dans le temps et d'aller vers le temps présent. C'est ça qui est utile et intéressant. Et c'est ce qui a été fait en fait par une autre équipe qui, elle, est remontée avec une autre carotte située à l'ouest du Groenland jusqu'au temps présent, pratiquement à l'année 2000, dans une carotte qui couvre uniquement les 2 derniers siècles. Alors là, le temps évolue de gauche à droite. On a l'année 1800 ici, le 19e siècle, le 20e siècle est ici. Et ce qui a été analysé dans ces glaces du Groenland, eh bien, c'est encore une fois ces différents traceurs, le black carbone, exprimé en concentration en nanogrammes par gramme. Donc il faut, ce qui est pratique avec les glaces polaires, c'est qu'elles sont très pures, donc il est possible de déterminer un signal très propre pour ce carbone suie. C'est très différent des archives beaucoup plus complexes comme les sédiments océaniques ou les sédiments lacustres. Et ce qui est important, ce qui a été relevé par ces auteurs, c'est que jusque pratiquement à la fin du XIXe siècle, pratiquement jusqu'à 1870, eh bien, il y a une corrélation qui est excellente avec les concentrations en acide vanillique, qui lui est un traceur direct de la combustion des conifères. Donc on a, alors bon, c'est difficile à voir parce que là j'ai tiré ce diagramme directement de l'étude, donc elle n'est pas très très nette, mais on a une corrélation qui est parfaite entre les 2 traceurs. On voit les courbes en pointillés bleus qui montent à chaque fois qu'il y a des grands flux de carbone suie qui sont liés à des grands feux. Donc on a une correspondance. Donc ces feux, ils intéressent essentiellement la zone nord-américaine. Et avec des pots. Mais on voit, c'est ça qui est aussi important dans ce diagramme, de comparaison entre un traceur de feu un peu plus pointu et le carbone suie qui lui intègre finalement des conséquences qui sont d'ordre naturel avec un carbone suie qui provient de la combustion de feu. Et de feux de forêt, et on détecte en fait avec ce découplage qui apparaît vers 1900, un peu avant 1900, on a un découplage entre les teneurs de black carbone et d'acide vanillique qui trace finalement l'influence industrielle, essentiellement le fait que dans cette zone, eh bien, il y a des utilisations en Amérique du Nord du charbon, et donc une augmentation très importante de la ligne de vase et une décorrélation pratiquement entre les 2 traceurs, acide vanillique. Donc ça, c'est la signature, finalement, pratiquement pour tout le début du XXe siècle, de l'influence de la combustion de charbon et de combustibles fossiles. Alors on voit qu'en fait, il y a une diminution de cette contribution qui est interprétée en fait par les auteurs comme étant liée à des changements de technologie. Donc on passe d'une industrie qui est essentiellement liée au charbon à d'autres combustibles fossiles et donc d'autres sources, d'autres types de combustion qui génèrent moins de black carbone. Mais ce qui est important, c'est aussi de regarder, pour essayer de confirmer l'hypothèse anthropique de cette augmentation, c'est ce qu'ont fait les auteurs. Exactement dans les mêmes échantillons, ils ont mesuré le soufre, enfin, en le corrigeant des effets marins, donc c'est ce qu'on appelle le non-sea salt sulfur, enfin le soufre corrigé des apports marins, et qui présente en fait un profil avec des tendances longues et des fluctuations très abruptes, des grands pics très fins qui correspondent à certaines années. Et ce qu'il faut voir, eh bien, c'est que cette augmentation de black carbone, elle n'est pas fortuite, elle est complètement corrélée avec l'augmentation en soufre qui provient aussi de ces combustions de fuels fossiles, en particulier du charbon. Alors ce que l'on voit en particulier pour la partie naturelle, pour la partie du diagramme qui correspond au XIXe siècle, au début du XIXe jusqu'à pratiquement l'année 1900, on n'a pas de corrélation finalement entre le black carbone et le soufre, essentiellement parce que ce soufre, les grands pics qui ne sont pas liés à l'industrialisation dans cette zone, c'était trop précoce, eh bien, ces grands pics en fait, sont liés aux éruptions volcaniques. On reconnaît ici le Tambora en 1816, il y a je crois que ça c'est le Krakatoa en 1883, je crois. Donc il y a des pics qui sont complètement bien identifiés, qui sont liés à certaines éruptions. Donc là, on a accès à une échelle de temps qui est bien datée à l'année près. Donc on n'attend pas de corrélation, c'est effectivement ce que l'on voit, donc des grands pics. On a même une éruption nord-américaine, je crois, qui correspond à ce découplage entre le soufre et le black carbone, mais à part cette décorrélation entre un signal du soufre qui est lié à une éruption volcanique et le black carbone, on a pratiquement une très bonne correspondance entre les
les augmentations et les diminutions. Ce que l'on voit aussi, c'est que, suite à ce changement technologique, en fait, avec une moindre émission de carbone suie, les apports de soufre, en fait, ont quand même continué à augmenter pendant toute la période. Donc on a une augmentation du soufre qui continue, qui est liée à l'industrialisation. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à partir des années 70, suite aux accords et aux lois de réduction en fait, de la teneur en soufre des combustibles fossiles, on voit une très nette diminution des apports en soufre au Groenland. Donc c'est aussi un message d'optimisme, c'est-à-dire que quand on veut, on peut. On voit très clairement ici une diminution. Alors il y a des phénomènes nettement plus difficiles pour se mettre d'accord en particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, mais on voit que des mesures drastiques en fait, d'élimination du soufre dans les combustibles sont effectivement suivies d'effets, comme on peut le voir ici dans ces archives qui sont relativement pures. Alors un des problèmes justement de ces traceurs, de cette étude qui est qualitative, qui reste qualitative, parce qu'il est difficile de remonter au flux de black carbone et de remonter finalement aux combustions elles-mêmes, il est aussi difficile on est obligé d'utiliser ces différents traceurs, leur corrélation ou anticorrélation ou absence de corrélation, pour essayer de comprendre les mécanismes. Il est aussi utile d'aller plus loin dans la dissection de ces signaux et d'aller plus loin dans la caractérisation, en particulier en utilisant des traceurs isotopiques. Alors ça va me permettre, en fait, c'est un peu la dernière partie en fait, de mon exposé, qui va me permettre de revenir aussi à des choses que nous faisons au laboratoire à Aix-en-Provence, où l'on a depuis pratiquement 2 ans maintenant développé en fait, un laboratoire pour utiliser le carbone 14 comme traceur des aérosols carbonés, pour essayer de quantifier les fractions de carbone fossile des carbones non fossiles. En particulier, là, si l'on venait sur le diagramme qui présente justement ces différents types de carbone, de black carbone, enfin de carbone issu des feux de forêt ou des combustions de fuel fossiles, on s'attendrait finalement ici à avoir des teneurs en carbone 14 qui sont quasiment celles de l'atmosphère, parce que la teneur atmosphérique en carbone 14 est relativement constante, elle est liée à un taux de production, un mode de production par le rayonnement cosmique qui tend à générer une concentration relativement constante dans l'atmosphère. Et sur la partie droite, on s'attendrait à avoir une signature en carbone 14 tout à fait nette, parce que les combustibles fossiles, comme ce sont des combustibles qui sont très âgés, le charbon, les pétroles, etc., ce sont des carbones qui sont issus effectivement de l'atmosphère à partir de la photosynthèse, mais ensuite ils ont été enfouis pendant des millions d'années, et donc il n'y a plus de C14 parce que le C14 a une période de radioactivité qui est de l'ordre de 6000 ans, donc on s'attend à avoir pratiquement pas de carbone 14 dans ces carbones fossiles. Donc ici, c'est un diagramme de principe en fait de l'utilisation du carbone 14 comme traceur pour aller plus loin justement dans cette caractérisation, dans cette distinction entre les carbones fossiles, en particulier les carbones qui sont liés aux combustions liées aux industries humaines, et les carbones naturels, enfin les carbones modernes, contemporains, qui peuvent être à la fois qui peuvent générer des particules carbonées à la suite de feux soit naturels, soit anthropiques, mais encore une fois qui intéressent du carbone relativement moderne, et donc avec une concentration en carbone 14 qui est voisine de celle de l'atmosphère. Alors ici, les chiffres que je donne, F14, c'est le rapport carbone 14 sur carbone 12, normalisé à celui de l'atmosphère. Donc par définition, pour l'atmosphère pré-industrielle, on avait un rapport carbone 14 sur carbone 12 qui était de 1. En fait, le rapport C14 sur C12 atomique est de l'ordre de 10-12. Mais comme c'est difficile d'avoir une douzaine de zéros, on préfère tout normaliser à la concentration atmosphérique. Donc ici, la concentration est de l'ordre de 1. Elle est un peu supérieure à 1 à cause des essais thermonucléaires atmosphériques des années 60, mais c'est un détail, donc c'est pour ça que la teneur atmosphérique moderne est à peu près de l'ordre de 1,1. Et dans le carbone fossile, on n'a pratiquement pas de C14, donc on a une teneur qui est de l'ordre de 0, et avec des outils adaptés, on peut essayer de caractériser ces aérosols directement pour essayer de quantifier, de séparer les deux composantes
fossiles et non fossiles. Alors ça, c'est un travail que l'on a débuté, bon, qu'on n'a pas inventé, il y a d'autres équipes qui travaillent sur ce sujet, mais c'est quelque chose que l'on a développé dans mon labo, et ceci en collaboration avec plusieurs auteurs qui sont ici dans la salle, Lise Bonvalot, Thibaut Thuna et Johan Fago, qui ont travaillé pour développer de nombreux outils qui nous permettent maintenant de passer à une phase vraiment opérationnelle de mesure du carbone 14 dans les aérosols carbonés. Donc je vais donner un petit peu de détails, bon, ça me permettra justement d'illustrer un petit peu le propos avec des données nouvelles sur ces aspects, et appliquer justement à la problématique de la séparation de ces différentes sources. Alors on pourrait le faire sur les archives glaciaires, là on l'a fait sur des aérosols, comme je vais vous le montrer, dans la région des Alpes, dans une région alpine, mais essentiellement on prend des filtres normalisés qui servent à capter ces aérosols. Ces filtres sont échantillonnés, placés dans des nacelles en argent. Bon, il y a tout un problème de nettoyage, de problème de blanc qui sont liés à ça. Il y a une combustion, la matière organique des aérosols carbonés est ensuite oxydée en gaz carbonique à l'aide d'un analyseur élémentaire qui est représenté ici. Et il y a tout un système en fait de piégeage du gaz carbonique sur un piège à zéolite, mélange avec de l'hélium, qui va permettre ensuite d'injecter un mélange hélium-gaz carbonique dans un accélérateur de particules qui s'appelle ExMicadas, parce que c'est un appareil que l'on a acquis et installé dans le laboratoire à Aix-en-Provence, qui est ici, qui vous présente, qui est un accélérateur de particules miniature, avec une tension ici de l'ordre de 200 kV. Donc la partie accélératrice est là, avec un spectromètre, enfin des différents outils de spectrométrie de masse, aimant déflecteur électrostatique et un détecteur pour compter les ions carbone 14. Donc on est au niveau de détection, on arrive à mesurer des heptomoles, c'est-à-dire on en est à des quantités qui sont infimes, de l'ordre de 10-21 moles, mais le point important, c'est qu'il est possible, en fait, dans cette configuration, grâce à la source d'ion qui est hybride, elle permet à la fois de travailler avec des sources de carbone solide et des sources de carbone gazeux, il est possible directement d'injecter le gaz carbonique sous forme, dans la source d'ion, à partir des aérosols qui sont directement injectés au niveau de l'autosampleur, en fait, de l'échantillonneur de cet analyseur élémentaire couplé à la source gaz. Donc là, on ne voit pas le capillaire, mais il est possible de le voir sous cette table. Donc on a un outil merveilleux qui nous permet maintenant d'aller précisément quantifier le carbone 14 dans des objets qui font quelques microgrammes de carbone et avec des rapports isotopiques qui peuvent aller jusqu'à 10-15. Donc si vous faites le calcul, on en est finalement à des quantités infimes de carbone 14. Alors une des premières collaborations que nous avons initiées est avec justement Jean-Luc Jaffrézot du LGGE. On a, grâce à Jean-Luc, pu travailler en fait sur des aérosols qui avaient été collectés en vallée de Chamonix, la vallée de l'Arve, avec 2 sites de prélèvement, à Chamonix et à Passy. Et pour la petite histoire, donc c'est une vallée qui est relativement polluée en hiver. Ici, vous avez une photo qui présente un nuage de pollution hivernale qui est tout à fait caractéristique, qui est lié aussi au fait que les aérosols sont piégés par une inversion de température. Mais cette vallée est tout à fait notable parce qu'il y a aussi une pollution par le trafic routier, en particulier parce que c'est la vallée qui achemine tous les camions qui vont traverser les Alpes au niveau du tunnel du Mont Blanc. Donc il y a aussi une controverse sur les apports relatifs des combustions liées à ces moteurs, liées à la combustion de fuel fossile, par rapport à d'autres sources. Donc on a travaillé sur une cinquantaine, une centaine, je crois, d'échantillons d'aérosols, et ça nous a permis en fait de voir, de caractériser en fait la teneur, de quantifier, basée sur le C14, la teneur en carbone fossile et de la séparer de la teneur en carbone non fossile. On peut les distinguer avec le C14. Donc ici, ce qui est représenté dans ce diagramme, c'est le total carbone fossile exprimé en microgrammes de carbone par mètre cube d'air. Donc on connaît les caractéristiques du pompage, les caractéristiques du fil. Donc il est possible de remonter à la teneur en carbone dans la masse d'air. Et ce qui est représenté en fait sur ce diagramme, c'est une corrélation, une comparaison finalement entre le carbone fossile et un traceur
des émissions véhiculaires, les NOx, qui montrent en fait qu'il y a une corrélation, des corrélations manifestes entre les différents sites, différentes saisons, qui signent le fait qu'effectivement, il y a une composante qui est liée au carbone fossile des émissions véhiculaires, puisque le pétrole que l'on met, ou le gasoil, eh bien, est issu de pétrole fossile qui ne contiennent pas de C14, donc on a une confirmation finalement de cette importance. Donc les chiffres ici sont relativement importants, mais ils sont beaucoup plus faibles. C'était ça un peu l'étonnement que l'on a eu lorsqu'on a regardé ces données, c'est que lorsqu'on a pu comparer avec les teneurs en carbone non fossile, qui, elles, sont basées, encore une fois, sur le C14, on a pu les comparer avec le traceur que je vous avais mentionné au départ, le lévoglucosan, avec des teneurs qui sont pratiquement 10 fois supérieures à celles qui sont liées au trafic, des teneurs qui sont tout à fait corrélées. Donc là, on a une très belle confirmation que l'essentiel, finalement, de ces aérosols carbonés pour cette vallée est lié, finalement, au feu de biomasse, au feu, finalement, de bois de chauffe, avec une pollution qui n'est pas liée, finalement, principalement à ce trafic routier. Donc une très belle corrélation entre le carbone non fossile, fondé sur le carbone 14 et les mesures de carbone, et le lévoglucosan, qui est notre traceur de feu. Alors on peut aller plus loin dans la dissection, je crois que j'ai parlé un peu trop, donc je ne vais pas aller trop loin dans cette utilisation des données. Mais ce que l'on voit essentiellement, c'est qu'en été, eh bien, on a beaucoup moins de bois de chauffe qui est utilisé, c'est tout à fait logique, mais on voit que les données de carbone non fossile se placent finalement au-dessus de ce qu'on attendrait de la corrélation qui est très belle entre le lévoglucosan et le C14 based, enfin le carbone non fossile. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a une composante, en été en particulier, une composante biogénique, en fait, probablement, c'est-à-dire une émission d'aérosols qui est liée à l'oxydation secondaire, donc formation d'aérosols secondaires par oxydation de composés organiques volatiles qui sont émis par la végétation, en été en particulier. Et finalement, lorsqu'on utilise les données que l'on utilise, en particulier la résiduelle par rapport à la relation C14 en fonction du lévoglucosan, eh bien, on voit qu'on peut quantifier finalement le carbone non fossile biogénique, qui est lié justement à cette végétation, donc une émission naturelle, et on s'attendrait à avoir une relation en fonction de la température, et c'est effectivement quelque chose qui est confirmé par ces données. Donc on a finalement une confirmation de cette hypothèse d'émissions biogéniques importantes en été, qui est quantifiée ici, parce qu'on arrive à séparer quantitativement les effets. Donc on arrive à aller finalement plus loin que l'étude de traceurs, qui ne permet pas finalement de remonter au flux. Alors on va essayer d'aller plus loin dans le futur, parce que pour l'instant on s'est contenté de travailler sur le carbone total, le carbone organique total, qui inclut plusieurs composantes, en particulier la composante élémentaire, la composante de black carbone, de carbone réfractaire, et une composante de carbone organique fonctionnalisé dans les aérosols, mais qui est beaucoup plus complexe et qui est formée à la fois d'aérosols primaires et secondaires, qui sont à la fois d'origine anthropique avec les fuels fossiles, mais qui peuvent être aussi liés aux combustions de biomasse, à la fois naturelles et anthropiques. Par contre, les aérosols, la composante élémentaire, la composante de carbone élémentaire, réfractaire, elle est beaucoup plus purement liée aux aérosols primaires, donc il va être important dans le futur d'essayer de séparer dans ces aérosols carbonés et de caractériser le carbone 14 dans ces différentes fractions. C'est ce que l'on a commencé finalement à faire, toujours à Aix-en-Provence. Ici, bon, c'est juste une vue en fait, d'un appareil qu'on a monté assez récemment, qui est un séparateur de fractions OC-EC, qui fonctionne en fait par volatilisation et oxydation séquentielle sous un flux d'hélium ou d'oxygène, avec une programmation de température qui nous permet de séparer différentes fractions, la fraction en particulier, différents pics qui correspondent à la fraction organique, la fraction fonctionnalisée, et une fraction qui est beaucoup plus purement la fraction de black carbone, la fraction de carbone élémentaire. Donc on va essayer dans le futur d'aller plus loin dans cette caractérisation et de faire des mesures à la fois avec XMICADAS, donc notre appareil qui nous permet de mesurer sur des toutes petites quantités le carbone 14,
de faire des mesures à la fois sur le carbone total, en utilisant la technique que l'on a développée depuis maintenant 1 an, et d'aller beaucoup plus loin dans la caractérisation en séparant les deux quantités, les deux fractions, EC et OC, pour aller vers leur caractérisation en carbone 14, pour essayer de comprendre les influences à la fois anthropiques et naturelles sur ces différents types de fractions. J'imagine qu'il y a bien évidemment aussi d'autres lieux. On travaille aussi sur la région d'Aix-Marseille. On a tout un travail qui est réalisé en collaboration avec le LCE et avec ARPACA aussi, sur la région de Fos. Et il y a bien évidemment beaucoup de chantiers possibles, et en particulier sur la capitale. Et donc, comme je n'ai pas prévu de faire de conclusion, puisque je suis censé ouvrir le colloque, et il y a d'autres chantiers qui vont être importants dans le futur. Ici, pour résumer un petit peu les choses et clôturer cette première intervention, je présente 2 photos de la ville de Paris qui sont quand même très caractéristiques. Et je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci.